bienvenue. Bienvenue à... Je vais recommencer. Bien! Cette fois-ci, on fait quelque chose de particulier. On en invite 3 à la fois. Donc, 3 parce que vous avez quelque chose en commun, quelque chose qui vous apparaît à nous assez unique et assez singulier. Écoutez, la première question que j'aurais à vous poser, c'est un peu de savoir d'où vous venez, de quelle région, de quel pays vous venez. Puis on commence par le premier qui veut parler. Je peux commencer. Je viens de Daraa, en Syrie. C'est une ville au sud de la Syrie, sur la frontière avec la Jordanie. C'est proche de Damas, 80 km. Et toi, Eric? Je viens d'une petite ville en Suède qui s'appelle Uppsala. Donc si tu connais où est Stockholm, c'est à une soixantaine de kilomètres au nord de Stockholm. Et c'est une ville de 200 000 habitants, une vieille ville universitaire. C'est la première université de Suède. Et t'es parti à Uppsala. Et moi, je viens de la région métropolitaine de Montréal, au Québec. Donc, j'ai né à Saint-Eustache, grandi à Laval jusqu'au début de l'adolescence. Puis après ça, principalement à Montréal, Montréal même. Donc, 3 pays différents, avec des situations géographiques très différentes. Peut-être nous raconter qu'est-ce qui est arrivé pour que vous soyez réunis à l'ANIC. Déjà, en fait, on est voisins dans le couloir. C'est moi, puis Laurent, puis Eric. Et je ne sais pas, mais c'est vraiment par hasard, les 2 voisins sont mes amis les plus proches dans toute la Mecque. Je pense en fait, le fait qu'on ait 2 voisins, ça a aidé en fait pour tous se connaître. C'est pour entretenir des bonnes relations de voisinage. Et avez-vous quelque chose à rajouter? Parce que, qu'est-ce qui a fait que vous êtes rencontrés? Moi, je trouve qu'il y a un lieu à la Mecque où vous avez fait connaissance de façon plus particulière. C'est vraiment la terrasse. Oui. Ouais, des soirées sur la terrasse. Oui. Oui, des fois on prend des cafés dans le matin. Il y a souvent un match qui toque sur ma porte à 10h pour demander si je veux boire un café. On discute, voilà, souvent. Alors, c'est plus qu'un voisinage parce que pour avoir vu évoluer votre relation sans être intime dans vos relations, je comprends que vous êtes devenus de très bons amis. Et vous étudiez aussi dans des parcours qui sont totalement différents, sans dire opposés, mais totalement différents. Alors, Laurent, peux-tu nous parler de ton parcours académique par le baccalauréat et comment tu en es arrivé à Paris? Donc, je fais une maîtrise qui s'appelle un master ici, maîtrise en sciences humaines et sociales. Donc, c'est un programme pluridisciplinaire qui comporte principalement de la sociologie, mais aussi de la psychologie, le paradigme psychanalytique, et beaucoup de philosophie sociale et politique aussi. Donc là, je gradue pour le master en juin, si tout va bien, si j'arrive à faire ce qu'il faut que je fasse d'ici là. Et voilà. C'est avec une thèse ou c'est un travail? C'est ça, une thèse, un thesis, donc un mémoire pour juin. Et ton parcours t'a amené à venir faire une maîtrise à Paris, mais toi, tu t'es étudié en baccalauréat en sociologie et en psychologie à l'Université de Montréal. Ouais. Et tu as travaillé. Tu as travaillé où? Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver ici pour te dire qu'il faut que je fasse un master à Paris? Ben, quand j'ai terminé mon baccalauréat qui était bidisciplinaire, donc en sociologie et psychologie, c'est un programme à l'Université de Montréal qui jumelait les 2 disciplines finalement. J'avais les cours obligatoires des 2 disciplines. Quand j'ai terminé ça, j'ai pris un an où je voulais plutôt m'impliquer, appliquer finalement un peu ce que j'avais appris, puis m'impliquer un peu plus personnellement aussi, pas seulement intellectuellement, mais
à travers un travail plus concret dans la communauté. Donc j'ai décroché un emploi comme intervenant dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes qui était situé, le centre en tant que tel, à Terrebonne, puis les head offices, les quartiers généraux, si on veut, les bureaux étaient au centre-ville de Montréal. Donc ça m'a permis d'un peu plus concrètement voir comment le réseau de santé et de services sociaux au Québec fonctionnait, étant donné que j'étais responsable de l'accueil, l'évaluation et l'orientation des nouveaux clients. J'étais en contact avec autant des médecins, des avocats que des responsables des intervenants de prison, qui étaient issus de la prison, aussi beaucoup les familles, les amis, mais aussi les personnes qui demandaient des services eux-mêmes. Ça m'a énormément appris, mais j'ai quand même décidé de poursuivre les études après ça. Madge, toi, tu as un parcours académique un peu particulier. Et donc, peux-tu nous expliquer un peu par où tu es passé avant d'arriver à Paris? J'ai eu en fait un programme d'ingénierie pour 5 ans. Et j'étais en 4e année. Et là, j'étais obligé de quitter le pays à cause de la guerre. Et puis, donc, j'étais en 4e année. Après, je suis allé en Jordanie pour faire des études, mais ça ne marchait pas, c'était trop cher. Donc, je suis allé après 1 mois, 2 mois en Égypte. Et j'ai commencé à étudier l'ingénierie dans l'université Ain-Shams, c'est une université au Caire. Et puis j'avais une bourse pour les étudiants syriens qui n'ont pas pu continuer leurs études à cause de la guerre. C'était une bourse française. Et là, je suis arrivé en 2014. J'ai appris la langue française pendant la première année parce qu'avant ça, je ne connaissais aucun mot français. Puis, après 1 année, j'ai commencé ma licence, baccalauréat, en sciences pour l'ingénieur. J'ai commencé en 3e année, donc j'ai perdu 1 année parce que j'étais en 4e année en Syrie, mais c'était très acceptable pour moi. Puis j'ai obtenu la licence et j'ai fait un master en data science et intelligence artificielle à l'Université de Paris-Saclay. C'était là en fait où j'ai orienté vers les mathématiques appliquées parce que j'aimais toujours en fait faire des mathématiques appliquées, mais c'est pas possible en Syrie parce qu'en fait il n'y a pas de futur professionnel pour ça. Et là j'ai fait le master en 12 ans. Puis j'ai travaillé comme ingénieur de recherche dans une école d'ingénieurs. Et puis ils m'ont proposé une thèse en intelligence artificielle pour la détection précoce des maladies neurodégénératives dans un contexte différentiel en utilisant les signaux du cerveau, les signaux électriques du cerveau pour bouger. Et là, je suis maintenant en 2e année. Okay. C'est un parcours un peu atypique, hein? C'est pas le parcours d'un étudiant classique qui fait son baccalauréat, sa maîtrise et tout va bien. Donc, tu as quand même eu des embûches sur lesquelles tu as dû passer outre. Je me sens toujours que je suis le Syrien le plus chanceux en fait dans le monde. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé ici, j'avais une bourse. C'était payé, c'était pas très bien payé, c'est sûr, c'était 400 €, mais j'avais en fait les cours de français gratuits, tout ça. Et franchement, en fait, une fois que j'étais en France, je me suis senti que je suis un étudiant normal. Je ne vais pas me traiter comme une personne qui vient de guerre. Non, en fait, là, je suis étudiant, j'ai la même chance que tout le monde. Et c'était facile, c'était pas trop compliqué pour moi, c'est juste en fait pas à pas en fait. Je finis la licence, je pense au master. Et j'avais un seul objectif quand je suis arrivé ici, c'est de faire une thèse doctorale. Et je suis très content de Et là, tu as commencé? Oui, je suis en 2e année. Eh bien, Éric, toi, ton parcours académique est en philosophie. Donc, raconte-nous comment tu y es arrivé et finalement, comment tu es arrivé à Paris. Oui, j'ai commencé à faire mes études à l'université d'Uppsala, puisque c'est la ville d'où je viens. Et, la première année de philo que j'ai fait, j'ai détesté.
J'aimais pas du tout le parcours, ça n'avait pas un rapport avec ce que je m'entendais de la philosophie. Mais j'avais un ami qui m'avait raconté qu'à l'université de Södertörn, qui est au sud de Stockholm, ils font un parcours un peu différent. On lit beaucoup de philosophes allemands, français. Et donc j'ai décidé de changer de ville, changer d'université. Et j'ai fait le reste de mon parcours à Södertörn jusqu'à mon master 1. Et là, comme j'ai écrit mon travail de maîtrise sur un philosophe français. Et j'avais une directrice qui connaissait une autorité très très reconnue qui est à Paris. Elle disait, si tu veux, je peux organiser un rendez-vous entre vous, tu peux le rencontrer, puisque justement j'étais à Paris pour faire des études de français en ce moment-là. Donc j'ai rencontré cette professeure, on a échangé des idées, et finalement j'ai décidé de faire mon Master 2 ici à Paris, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et c'est mon directeur maintenant. Et si je comprends bien, tu te diriges vers le doctorat. Oui, c'est ça. Mais toi, j'aimerais ça savoir, Madge et Éric, quelle expression que Laurent vous a montrée, une expression québécoise, canadienne? Il y a une expression qu'il m'a appris, je ne sais pas si je vais bien expliquer, mais c'est une chienne à Jacques. Et si je me rappelle bien, c'est si par exemple tu as un chandail avec des trous très très usés, tu peux dire que tu ressembles à un chien à Jacques. Chienne à Jacques. C'est ça. C'est à peu près C'est ça. Ça vient. Bah, l'exemple que tu m'as donné, c'était ton chandail. C'est juste que les nez ont des trous, mais il y en a que. Une chaîne à Jacques n'est pas nécessairement trouée, mais c'est ton morceau de linge, souvent que tu portes quotidiennement, très régulièrement, puis souvent carotté aussi, souvent la grosse chemise plutôt d'hiver. Mon obsession plus facile à expliquer, c'est jeter le gant. Jeter les gants? Ouais, on ne peut pas jeter les gants, c'est vrai, pas les gants. Mais c'est ça en fait, quand on est fâché l'un contre l'autre, et on est prêt pour la bataille en fait. On jette les gants, ça veut dire on fait ça, on jette les gants, et ça vient de hockey. Parce qu'en fait, le joueur de hockey, parce que moi en fait, franchement, le hockey pour moi, c'est pas un sport, c'est pas de sport en fait, c'est violence en fait, il y a de violence dedans en fait. Et là en fait, pendant la violence en fait, pour commencer, pour déclarer la violence, ils disent on jette les gants, et là ça commence la bataille. Qu'est-ce que vous aimez mieux de l'année? Moi, personnellement, franchement, c'est la notion de la famille. Ça me manque beaucoup parce que je suis loin de ma famille depuis 7 ans, 8 ans maintenant. Je me sens en fait que j'ai une famille ici, j'ai des amis très très proches. C'est ça me manque beaucoup, le fait que je suis loin de ma famille, donc ça en fait, ça compense quelque chose. J'ai de bonnes relations avec tout le monde, avec vous, la directrice, et avec les résidents, avec tout le monde, même avec Elham, à l'accueil, tout le monde en fait, avec Bella, tout le monde. Franchement, je me sens. Je suis content en fait ici. Le fait d'être avec d'autres personnes, mais qui viennent d'un peu partout dans le monde, puis qui étudient des choses complètement différentes, je trouve que ça fait toujours des conversations intéressante parce qu'on a souvent différentes perspectives sur les mêmes enjeux. Et aussi le fait qu'il y a pas mal de gens brassés dans la maison.
Donc ça veut dire que c'est pas, tu ne vas pas échanger qu'avec des Canadiens, tu vas rencontrer des gens de beaucoup de différents pays. Et qui te donnent aussi de nouvelles perspectives sur pas mal de choses. Donc c'est surtout ce côté international et d'échanges internationaux que j'aime bien ici. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter que vous voudriez partager avec vos amis? J'allais dire que je tenais à préciser que là, ça fait 3 fois de suite que je bats match au ping-pong et je voulais le dire publiquement. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je lui ai dit. Je ne pensais pas qu'il osait dire ça. En fait. Je t'ai dit, il ne peut pas contrôler en fait. Ça en fait parmi les choses en fait pourquoi on est très amis en fait. C'est grâce au ping-pong. Maintenant c'est grâce et à cause de en fait. Parce que le ping-pong en fait devient maintenant un truc de malade entre nous. Ça en fait, hier en fait il a gagné mais il a triché. Vraiment il est le pire en fait entre nous, c'est nous les meilleurs mais je ne sais pas, c'est juste qu'il gagne parfois avec le hasard, avec là. Et là en fait hier on était fâchés quand le match a fini parce qu'il a trop triché. Et là en fait j'ai dit à Eric, aujourd'hui il va parler de ça. Il m'a dit non, je sais que non, c'est impossible. J'ai dit qu'il n'arrive pas à contrôler. Je sais. Il vient de dire hier soir qu'on ne va pas parler ni de raquettes, ni de balles, ni de sport de raquettes à match. Oui. C'est juste en fait comme il a parlé de ça. Mais là, il attend juste la caméra pour le dire. Ouais. Mais c'est ça en fait, comme il a parlé de ça devant la caméra. Il faut rajouter en fait. Au début c'était entre moi et Eric. Et là, je pense là c'est clair. Depuis les dernières 6 fois en fait, j'ai gagné très facilement. Et aussi je suis fier en fait, j'ai une autre expérience que j'ai ouvert une école de ping-pong en fait. Et là j'ai des élèves en fait, j'ai Célina et j'ai Laurent. Et franchement Laurent c'est mon meilleur élève, il s'améliore beaucoup. Il était débutant, maintenant il est intermédiaire et c'est un très bon avancement en fait. Tellement que j'ai battu les 3 derniers matchs. Vous avez vu sur les vieilles photos que c'est un sport qui se pratique depuis 95 ans à la Oui, il y a une vieille photo ça. avec une table de ping-pong. C'était dans cette couloir, Ouais, n'est-ce pas? ouais. Ouais, devant l'ascenseur. Ouais. Je pense en fait dans 100 ans, les gens vont parler de champion de ping-pong, mais historiquement, ça sera moi en fait. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre générosité et de votre temps. On va pouvoir en connaître d'autres de nos résidents. Alors, à bientôt.